Chapitre 1. Les invités à Harrowfield Grange. L'aube se profilait, pâle et incertaine, sur les champs vallonnés du Surrey. Une fine brume argentée, voilant les haies et dérivant paresseusement sur la pelouse. C'était une de ces matinées suspendues entre rêve et éveil, d'un calme tel que même les oiseaux hésitaient avant d'entonner leur chant habituel. Le capitaine Arthur Hastings, debout à la haute fenêtre de sa chambre d'amis, ne put s'empêcher d'éprouver un léger frisson d'impatience. Il avait toujours eu un faible pour les demeures de campagne, les longs couloirs, les rampes d'escaliers cirés, le subtil parfum de cire d'abeille et de lavande qui flottait dans les pièces. Et Harrowfield Grange ne faisait pas exception. Il avait été invité par son vieil ami, le colonel James Willoughby, qui avait récemment hérité du domaine d'un oncle excentrique. Hastings, qui n'avait pas revu Willoughby depuis plusieurs années, accepta l'invitation avec enthousiasme, ne s'attendant guère qu'à une agréable compagnie, des longues promenades à la campagne et les copieux repas qui faisaient la renommée des domaines anglais. Ce à quoi il ne s'attendait pas, en revanche, c'était à l'étrange mélange de tension et de secrets qui semblait planer sur les invités réunis à la grange. Au petit déjeuner, l'atmosphère était étrangement tendue. Madame Clarissa Willoughby, l'épouse élégante et quelque peu fragile de James, avait accueilli Hastings avec toute la grâce qu'on attend d'une hôtesse. Mais une certaine nervosité transparaissait dans la façon dont elle serrait et desserrait les mains. James lui-même, jovial et affable comme toujours, s'efforçait de détendre l'atmosphère, mais il était indéniable que quelque chose planait sous le vernis de la politesse. Hastings avait observé ses compagnons de table avec la légère curiosité qu'il imaginait propre à tout auteur de romans policiers. Bien qu'il ne fût pas détective, il se le rappelait sans cesse, surtout en présence de son brillant ami Hercule Poirot, il s'imaginait pouvoir pressentir le malaise des gens. Il y avait mademoiselle Eleanor Strickland, une femme d'une cinquantaine d'années, calme et aux cheveux d'acier, au regard sévère et aux yeux bleus perçants qui ne laissaient rien passer, était la gouvernante de Harrowfield Grange depuis de nombreuses années, ayant servi feu M. Willoughby pendant des décennies. Bien que respectueuse envers James, sa voix laissait transparaître une légère désapprobation, envers le nouveau maître ou envers ses fréquentations. Hastings ne pouvait encore le déterminer. Puis il y eut M. Lionel Dane, un homme d'une trentaine d'années, sûr de lui et à l'allure distinguée, avec une chevelure noire flamboyante et un charme qui, à l'avis d'Hastings, paraissait un peu trop raffiné. Il se présenta comme une relation d'affaires de feu M. Willoughby, sans donner plus de détails. Son regard, sombre et perçant, parcourait chaque objet avec la rapidité d'un expert en évaluation, et Hastings était surpris à se demander, bien qu'il sût que c'était probablement injuste, si Dane était venu à la grange pour des raisons tout autres que celles de la simple politesse. Le dernier invité, et peut-être le plus mystérieux, était Madame Céleste Vernier. Madame Vernier, une femme d'âge indéterminé, devait avoir au moins 40 ans. Son teint était pâle et lumineux, ses cheveux noirs et ondulés, soigneusement relevés sous un petit chapeau, et son regard, à la fois las et autoritaire, trahissait une vie trop longue pour être racontée. D'après Clarissa, Madame Vernier était une vieille amie de la famille, arrivée à l'improviste la veille au soir, en quête de calme et de solitude. Hastings avait cependant remarqué que la paix était la dernière chose qui semblait la caractériser. Elle avait à peine touché à son petit déjeuner, se laissant plutôt aller à des pensées visiblement troublées. Lorsqu'on lui adressait la parole, elle souriait poliment, mais son regard était hanté, comme s'il attendait quelque chose, ou peut-être comme si elle fouillait quelque chose. Après le petit déjeuner, James avait proposé une courte promenade dans le parc. Et les invités se dispersèrent un instant pour prendre leur manteau ou leur chapeau. Hastings, qui avait prévu le coup avec une veste en tweed, s'attarda dans le couloir, admirant le portrait de feu M. Willoughby. Un homme austère, au nez long et aquilin, et au regard perçant. Sous le portrait, sur une petite table, reposaient des lettres nouées par un ruban usé. Hastings se demandait vaguement si elles avaient une quelconque valeur sentimentale, car James avait semblé étrangement réticent à parler de son oncle. Le calme paisible de la maison fut soudainement rompu par un murmure aigu et strident, étouffé,
tendu et clairement non destiné aux autres invités. « Tu dois lui dire. Tu ne peux plus cacher ça à James. » C'était la voix de Clarissa. « Je ne peux pas, » répondit-elle doucement avec l'accent français inimitable de Madame Vernier. « Pas encore. J'ai besoin de plus de temps. » Hastings, qui n'avait aucune intention d'écouter aux portes, se retrouva paralysé par la gêne. Avant qu'il ne pût reculer, les pas s'arrêtèrent et il comprit que les deux femmes s'étaient éloignées dans le couloir. Le sentiment que quelque chose couvait sous le vernis de la politesse se fit plus pressant. Lorsque le groupe se mit enfin en route pour sa promenade, l'air avait légèrement réchauffé, bien que la brume persistait encore au sol. Ils flânèrent sur le chemin de gravier qui serpentait à travers les jardins de Harrowfield, des vastes espaces symétriques, entretenus avec amour par des générations de Willoughby. Les rosiers portaient encore les stigmates de leur dernière floraison, et le verger, au loin, se dressait silencieux et ordonné. Le colonel Willoughby, toujours aussi affable, se lança dans une description animée de l'histoire du domaine. « Mon oncle Perceval était un homme étrange, dit-il en riant. Il a vécu en reclus pendant les 10 dernières années de sa vie. Harrowfield était son royaume, et il le gardait avec une méfiance digne d'un baron du Moyen-Âge. » Mademoiselle Strickland renifla. Un petit son aigu. « Il tenait à sa vie privée, monsieur, » dit-elle d'un ton sec. « Effectivement, » ajouta Dane d'un ton désinvolte. « Je me souviens d'une visite chez lui. Il n'a pas laissé mon chauffeur franchir les grilles. »« Votre chauffeur » demanda poliment Clarissa. Lionel Dane esquissa un sourire. « Une affaire d'affaires, rien de bien intéressant. »
Chapitre 2. La femme qui a disparu à l'aube. Rares sont les moments de la vie capables de troubler la tranquillité d'un paisible domaine anglais autant que l'arrivée d'Hercule Poirot. Sa présence, aussi discrète qu'elle puisse paraître au premier abord, avait une façon étrange de créer une atmosphère pesante, comme si les événements eux-mêmes étaient mis en branle par sa simple proximité. Ainsi, lorsque le capitaine Hastings s'éveilla le lendemain matin, il ressentit une tension indéfinissable parcourir les couloirs de Harrowfield Grange, telle la faible excitation électrique qui précède l'orage. L'horloge sur la cheminée venait de sonner 7h30 lorsque Hastings descendit le grand escalier. La maison était d'un silence inhabituel. Aucun bruit de domestique préparant le petit déjeuner, aucune conversation murmurée ne s'échappait du salon. Même le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir paraissait trop fort.
Chapitre 3. L'écharpe au bord du lac. Le chemin qui menait de Harrowfield Grange au lac serpentait doucement à travers un étroit corridor d'ifs majestueux, dont les branches sombres s'entremêlaient si densément que seuls de fins rayons de lumière matinale filtraient à travers. Hastings marchait d'un pas vif aux côtés de Poirot, le cœur battant la chamade d'une angoisse qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Clarissa Willoughby suivait de près, pâle et d'apparence fragile, tandis que le colonel Willoughby ouvrait la marche, les épaules raides et l'air sombre d'un homme se préparant au pire. La brume commençait à se dissiper, révélant le paysage par fragments lents et fantomatiques. Une haie scintillante, l'herbe étincelante de rosée, le faible miroitement du lac qui devenait visible à travers le voile blanc qui s'amincissait. Poirot, quant à lui, marchait d'un pas mesuré, sans hâte, délibéré, son regard absorbant chaque détail du chemin, du sol, des empreintes. Par intervalles, il s'arrêtait, s'agenouillait, examinait une brindille cassée ou une marque dans la terre, puis se relevait avec cette expression énigmatique que Hastings connaissait trop bien. Le regard qui disait que Poirot avait « J'ai remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué ». Le groupe atteignit enfin le lac, un bassin rond d'eau bleu bordé de roseaux. Quelques oiseaux aquatiques glissaient à sa surface, leur mouvement d'une sérénité troublante contrastant avec la tension palpable qui pesait sur les humains sur la rive. Deux jardiniers du domaine se tenaient près du rivage, chapeau à la main. L'un d'eux, un homme d'âge mûr à la barbe grisonnante, s'avança dès l'arrivée de Poirot. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-il d'une voix légèrement tremblante, mais nous ne voulions pas y toucher à nouveau avant que vous ne l'ayez vu. » Poirot hocha la tête avec grâce. « Vous avez bien travaillé. Montrez-moi, s'il vous plaît. » Le jardinier conduit le groupe vers un bosquet de roseaux où la rive s'incurvait légèrement vers l'intérieur des terres. Là, prise dans les hautes tiges vertes et légèrement scintillantes de gouttelettes d'eau, pendait une longue écharpe en soie, d'un ivoire pâle orné d'une délicate broderie dorée sur les bords. Même de loin, Hastings reconnut qu'il appartenait à Madame Céleste Vernier. Poirot examina attentivement la scène. « Aucune terrure, » murmura Poirot. « Aucun accroc. L'écharpe s'est accrochée légèrement à... comme si on l'avait posée plutôt que traînée. » Hastings cligna les yeux. « Placée ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit une petite loupe de sa poche et se pencha en avant, ses yeux perçants scrutant chaque fil, chaque courbe du roseau. « Dites-moi, » dit-il doucement, « l'écharpe était-elle immergée lorsque vous l'avez trouvée ?» Le jardinier secoua la tête. « Non, monsieur. Juste mouillée par la rosée du matin, c'est tout. »« Ah ah !» dit Poirot doucement. Le colonel Willoughby semblait perplexe. « Mais que signifie cela, Poirot ?» Poirot se redressa en se poussiérant les mains. « Voilà, mon colonel, ce que nous devons maintenant déterminer. » Clarissa s'avança avec anxiété. « Monsieur Poirot, vous ne croyez pas, Madame Vernier, qu'elle... » Poirot leva doucement la main. « Madame, tirer des conclusions hâtées est le privilège de l'amateur. Hercule Poirot préfère parvenir à la vérité grâce à ces petites ségules grises. Elles ne sautent pas, elles avancent pas à pas avec ordre et précision. » Il se tourna une nouvelle fois vers l'écharpe, l'air pensif. Lorsqu'une personne s'avance dans l'eau avec l'intention de mettre fin à ses jours, elle ne laisse pas de vêtements délicats sur les roseaux du rivage. Elle s'avance vers les profondeurs. Elle ne laisse aucune trace. Les yeux de Clarissa s'écarquillèrent. Cela veut dire « Je crois, madame, que quelqu'un a voulu suggérer que madame Vernier est entrée dans le lac. » Un frisson parcourut l'échine de Hastings. « Poirot, dit-il en baissant la voix, vous croyez qu'il y a eu un acte criminel ?» Poirot lui lança un grave regard. « Mon ami, lorsqu'une femme disparaît sans son manteau, sans ses bagages, sans d'y ranger sa chambre, et qu'une simple perle qui n'est pas celle-ci mais celle d'une autre est retrouvée sous sa coiffeuse, il désigna l'écharpe, et que l'écharpe semble avoir été placée ici comme un indice de désespoir plutôt que d'être tombée par hasard. Alors oui, je crois qu'un acte criminel n'est pas seulement possible, mais probable. » Le colonel Willoughby prit une inspiration brusque. « Mais pourquoi, Madame Vernier, elle n'était l'ennemie de personne ici ?» Les sourcils de Poirot se levèrent imperceptiblement. « N'est-ce pas ?» Le silence retomba. Poirot se tourna vers Hastings. « Allons marcher, mon ami. Il y a beaucoup à considérer. »
Tandis qu'il s'éloignait des autres, la voix de Poirot reprit son murmure d'enquêteur habituel. « Récapitulons, Hastings. Madame Vernier arrive à l'improviste la nuit dernière. Elle est anxieuse, troublée, peut-être même craintive. Elle recherche la solitude, mais elle est agitée. Miss Strickland l'entend quitter sa chambre à 5 heures du matin, mais ne l'entend pas revenir. » Hastings hocha la tête. « Exactement. Et puis, elle disparaît. » « Non, Hastings. Nous ne disons pas « elle est partie ». Nous disons plutôt « elle était destinée à partir ». Il y a une grande différence. Hastings fronça les sourcils. Poirot poursuivit. « La gouvernante, Miss Strickland, porte des boucles d'oreilles en perles. Il en manque une. Elle est retrouvée sous la coiffeuse de Madame Vernier. Comment est-elle arrivée là? Miss Strickland est-elle entrée dans la chambre, tôt ce matin? Ou hier soir? Dans quel but? » « Vous soupçonnez Miss Strickland ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « Hastings, je ne soupçonne rien. Je ne fais qu'observer. » Il marqua une pause, observant à nouveau le lac, et je note que cette écharpe est un message. Quelqu'un a voulu nous faire croire que Madame Vernier avait eu un accident, mais il s'est trompé. Comment ça? Poirot désigna délicatement les roseaux. La rosée, mon ami. Elle est épaisse, intacte, parfaite. Si l'écharpe était tombée naturellement, sous l'effet du vent ou de la main de la dame, elle serait froissée, alourdie, à moitié immergée, les roseaux courbés dessous. En revanche, voyez comme elle reste posée, en équilibre. Quelqu'un l'a posée. Ils rejoignirent le groupe où le visage du colonel Willoughby avait pris une teinte grisâtre. Poirot, si vous croyez que Madame Vernier a été blessée, alors quelqu'un dans ma maison, un de mes invités, Poirot posa une main compatissante à son bras. Colonel, nous n'accusons pas encore. Nous enquêtons. Clarissa semblait d'être point de s'évanouir. Voyant sa détresse, Hastings l'aida à s'asseoir sur un banc de stone. Poirot fit les 100 pas pendant un moment, puis prit la parole d'un ton sec. La première question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Madame Vernier a-t-elle quitté la maison seule? Il se tourna vers les jardiniers. Vous patrouillez ces lieux. Avez-vous vu quelqu'un se promener ici tôt ce matin? Le vieux jardinier secoua la tête. Non, monsieur, pas une âme. Et alors, les grilles de l'État étaient-elles fermées? Poirot a joint les mains. Madame Vernier, donc, n'a pas quitté l'État. Et si elle n'a pas quitté l'État, où est-elle? Hastings ressentit une sensation de picotement sur son cuir chevelu. Poirot baissa la voix. Pour qu'une femme disparaisse dans une maison comme celle-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vue, quelqu'un qui lui ait parlé, quelqu'un qui ait eu quelque chose à gagner de son silence. Il tapotait légèrement du bout des doigts, la tension dans l'air se contractant comme une corde de violon. Il y a des secrets à Harrowfield Grange, beaucoup de secrets, et Madame Vernier, je crois qu'elle était au cœur d'un d'eux. Le colonel déglutit. Que faisons-nous maintenant? Poirot, il a dit sans. Nous retournons à la maison. Nous parlons avec chaque invité. Nous examinons la pièce une dernière fois, et surtout... Il marqua une pause, son expression se durcissant. Et surtout, nous parlons avec Miss Strickland. Hastings cligna les yeux. La gouvernante? Poirot hocha la tête. Elle entend la dame partir, mais ne la voit pas revenir. Une perle de son boucle d'oreille gît dans la chambre de Madame Darnier. Et pourtant, Miss Strickland est la personne la plus disciplinée ici. Elle ne fait rien sans raison. Il marqua une pause, son expression se durcissant. Et je souhaite savoir, Hastings, pourquoi elle a menti. Hastings sentit son cœur faire un bond. Mais, Poirot, mais comment savez-vous qu'elle a menti? Poirot esquissa un léger sourire. Parce que mon ami, le tapis devant la porte de Madame Vernier n'a pas été touché avant 6 heures du matin. Je l'ai examiné. Hastings fixa le voir. La voix de Poirot baissa jusqu'à un murmure. Par ce conséquent, Miss Strickland n'a pu entendre Madame Vernier partir à 5 heures du matin. Clarissa laissa échapper un petit soupir derrière eux. Le visage du colonel Willoughby se figea. Les yeux de Poirot brillaient de l'excitation indéniable de la poursuite. Et ainsi, dit-il doucement, le mystère s'épaissit. Il se tourna vers la maison d'un pas rapide et assuré. « Hastings, venez. Nous avons là une première contradiction.
Et là où il y a contradiction, il y a vérité. Chapitre 4. Les questions commencent. Ce matin-là, Harrowfield Grange semblait retenir son souffle, comme si la demeure elle-même pressentait la sombre question qui planait sur ses couloirs. Poirot conduisit Hastings et le colonel Willoughby à travers le couloir principal. Ses pas précis résonnaient légèrement sur le parquet de chêne ciré. Le son lointain d'une horloge sonnant 8 heures rompit le silence, chaque coup soulignant l'urgence qui s'était emparée de la maisonnée. Les autres invités, Mademoiselle Strickland et Lionel Dane, étaient déjà réunis au salon. Clarissa était rentrée, le visage pâle trahissant la fatigue de la dernière heure. Poirot entra dans la pièce sans préambule. Il observa chacun avec une attention méticuleuse. Son regard parcourait leurs postures, leurs expressions et leurs mains. Le moindre mouvement, aussi infime fût-il, pouvait receler un indice. L'atmosphère était chargée de tension. Une simple toux ou un bruissement de pas aurait été perçu comme un coup de tonnerre. « Mes amis, » commença Poirot dans son anglais parfaitement mesuré, « nous nous trouvons dans une situation qui exige la plus grande attention. Madame Vernier est disparue. On a retrouvé une écharpe lui appartenant au bord du lac, ce qui laisse supposer, peut-être à tort, qu'elle a quitté la maison de son plein gré. Or, mon ami Hastings l'a déjà remarqué et je l'ai vérifié. Le tapis devant sa chambre ne porte aucune trace de mouvement avant 6 heures passées. Par conséquent, le récit de Mademoiselle Strickland est, disons, incohérent. » Les lèvres de Mademoiselle Strickland se serrèrent. Ses mains, d'ordinaire si sûres d'elle, étaient maintenant nerveusement entrelacées devant elle. Le regard de Poirot se posa sur elle comme un projecteur à la fois doux et implacable. « Vous l'avez entendu partir à 5 heures, » dit Poirot d'une voix calme. « Mais nous savons maintenant que c'est impossible. Pourriez-vous nous expliquer, mademoiselle ?» La gouvernante se raidit. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était ferme, mais manquait de l'autorité habituelle. « Je ne sais pas quoi dire. Mes oreilles m'ont peut-être joué des tours. Le brouillard matinal, le vent, n'importe quoi. Je voulais seulement vous être utile. » Utile. Un motif noble. Et pourtant, mademoiselle, la vérité est bien plus noble que la serviabilité. Chapitre 5. Les fausses pistes. Le soleil matinal inondait désormais de lumière les hautes fenêtres de Harrowfield Grange, projetant de longs motifs anguleux sur le parquet ciré du salon. Pourtant, malgré la clarté extérieure, l'atmosphère à l'intérieur de la maison restait pesante, chargée d'un malaise palpable. Invités et personnel semblaient se mouvoir avec une prudence extrême, comme conscients que chaque regard, chaque geste, pouvait être scruté et interprété comme un indice ou un aveu.
Poirot, assis avec une posture impeccable dans un fauteuil à haut dossier près de la cheminée, joignit les mains en épi et laissa ses petites cellules grises mijoter en silence. Hastings, carnet à la main, était perché sur le bord d'un petit canapé, observant chaque mouvement, écoutant attentivement. Clarissa était assise en face, les mains sagement posées sur ses genoux, mais son regard trahissait une agitation qui la faisait paraître bien plus jeune que son âge. Mademoiselle Strickland se tenait près de la cheminée, raide comme un piquet, tandis que Lionel Dane, toujours imperturbable, s'appuyait légèrement contre le cadre de la fenêtre, son expression ne trahissant qu'une infime pointe d'impatience. Tous semblaient pressentir, sans oser le dire, que l'enquête avait déjà commencé, qu'ils l'approuvent ou non.
Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le soleil de milieu d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres à croisillons de Harrowfield Grange, projetant de longs et étroits rayons de lumière sur le parquet du salon. Dehors, les jardins étaient immobiles, les haies taillées dessinant des lignes sombres sur les pelouses ensoleillées. Pourtant, à l'intérieur de la maison, la tension était palpable. Chaque pas, chaque murmure, avec une importance capitale. Chaque regard était scruté par Hercule Poirot, dont l'œil toujours perçant ne laissait rien passer. Hastings, assis, son carnet à la main, observait le détective qui reprenait son interrogatoire méthodique des occupants de la maisonnée. C'était la phase que Poirot décrivait souvent comme le démêlage de l'écheveau de mensonges, une étape où les mensonges subtils se révélaient par des incongruences dans le discours, des hésitations dans les gestes ou une intonation exagérée. « À présent, mes amis, commença Poirot d'une voix douce mais autoritaire, nous allons dépasser les faits superficiels. Le véritable travail commence ici, là où vérité et mensonge s'entremêlent. Nous devons découvrir non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi certains faits ont été simulés, voire déformés. » Clarissa, encore pâle après les révélations du matin, jeta un regard nerveux à Poirot. « Monsieur, pensez-vous vraiment que quelqu'un cache délibérément des informations ?» Les fines moustaches de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Madame, je ne pense pas. J'observe. Et l'observation a déjà démontré qu'il existe des contradictions, petites, subtiles, mais indéniables, parmi les personnes présentes. » Il se tourna vers Lionel Dane, qui avait gardé une attitude polie et détachée toute la matinée. « Monsieur Dane, vous nous avez dit que vous aviez fait le tour des couloirs tôt ce matin et que vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel. En êtes-vous certain ?» Dane inclina la tête. « Absolument, monsieur Poirot, je vous l'assure. » Poirot leva délicatement un doigt. « Je suis obligé de remettre en question le caractère absolu de cette affirmation. Par exemple, Hastings a remarqué que vous jetiez plusieurs coups d'œil vers l'aile ouest, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, au moins 2 fois. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Exactement. Et puis, il y a la question des questions financières de Madame Vernier hier soir. Vous affirmez qu'elle n'a posé de questions à personne en particulier. Or, il est évident qu'elle était inquiète. N'est-il pas plausible, monsieur, qu'il y ait un lien entre ces questions et une affaire concernant l'un des invités présents ?» Le sourire de Dane s'estompa imperceptiblement. « Je n'ai connaissance d'aucun lien de ce genre. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Très bien. Nous pourrons peut-être approfondir la question plus tard. » Il se tourna ensuite vers le colonel Willoughby, dont le calme demeurait imperturbable, mais dont le regard trahissait une pointe d'inquiétude. « Colonel, vous étiez responsable de la sécurité de ce domaine hier soir. Vous avez bien confirmé que les portes étaient verrouillées, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, verrouillées comme d'habitude. » »« Et pourtant, dit Poirot en arpentant lentement la pièce, nous trouvons des empreintes de pas près de l'aile ouest, comme l'a signalé le jardinier. Des empreintes fraîches. Elles suggèrent un mouvement à un moment où vous étiez vraisemblablement endormi dans vos appartements. » Le colonel serra les dents. « Hercule, l'aile ouest abrite les quartiers des domestiques. Un employé de nuit aurait-il laissé des traces ?» Poirot le fixa sans ciller. « Peut-être, colonel. Mais remarquez la nature des empreintes. Elles ne sont pas fortuites. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un habitué à marcher à la hâte sur un sol humide ou meuble. Elles sont délibérées, prudentes, précises. Quelqu'un s'est déplacé avec intention. Quelqu'un de prudent. Peut-être craintif. » Clarissa frissonna. « Monsieur Poirot, cela signifie-t-il que quelqu'un cache délibérément des informations ?» Les fines moustaches de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Madame, je ne pense pas. J'observe. Et l'observation a déjà démontré qu'il existe des contradictions, petites, subtiles, mais indéniables, parmi les personnes présentes. » Il se tourna vers Lionel Dane, qui avait gardé une attitude polie et détachée toute la matinée. « Monsieur Dane, vous nous avez dit que vous aviez fait le tour des couloirs tôt ce matin et que vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel. En êtes-vous certain ?» Dane inclina la tête. « Absolument, monsieur Poirot. Je vous l'assure. » Poirot leva délicatement un doigt. « Je suis obligé de remettre en question le caractère absolu de cette affirmation. Par exemple,
Hastings a remarqué que vous jetiez plusieurs coups d'œil vers l'aile ouest, n'est-ce pas? Oui, au moins 2 fois. Le regard de Poirot s'aiguisa. Exactement. Et puis, il y a la question des questions financières de Madame Vernier hier soir. Vous affirmez qu'elle n'a posé de questions à personne en particulier. Or, il est évident qu'elle était inquiète. N'est-il pas plausible, monsieur, qu'il y ait un lien entre ces questions et une affaire concernant l'un des invités présents? Le sourire de Dane s'estompa imperceptiblement. Je n'ai connaissance d'aucun lien de ce genre. Les yeux de Poirot brillèrent. Très bien, nous pourrons peut-être approfondir la question plus tard. Il se tourna ensuite vers le colonel Willoughby, dont le calme demeurait imperturbable, mais dont le regard trahissait une pointe d'inquiétude. Colonel, vous étiez responsable de la sécurité de ce domaine hier soir. Vous avez bien confirmé que les portes étaient verrouillées, n'est-ce pas? Oui, verrouillées comme d'habitude. Et pourtant, dit Poirot en arpentant lentement la pièce, nous trouvons des empreintes de pas près de l'aile ouest, comme l'a signalé le jardinier. Des empreintes fraîches. Elles suggèrent un mouvement à un moment où vous étiez vraisemblablement endormi dans vos appartements. Le colonel Willoughby serra les dents. Hercule, l'aile ouest abrite les quartiers des domestiques. Un employé de nuit aurait-il laissé des traces? Poirot le fixa sans ciller. Peut-être, colonel. Mais remarquez la nature des empreintes. Elles ne sont pas fortuites. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un habitué à marcher à la hâte sur un sol humide ou meuble. Elles sont délibérées, prudentes, précises. Quelqu'un s'est déplacé avec intention. Quelqu'un de prudent, peut-être craintif. Clarissa frissonna. Monsieur Poirot, cela signifie-t-il que quelqu'un lent? Les fines moustaches de Poirot esquissèrent un léger sourire. Madame, je ne pense pas. J'observe. Et l'observation a déjà démontré qu'il existe des contradictions, petites, subtiles, mais indéniables, parmi les personnes présentes. Il se tourna vers Lionel Dane. Monsieur Dane, vous nous avez dit que vous aviez fait le tour des couloirs tôt ce matin et que vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel à cet interrogatoire méthodique des occupants de la maisonnée. N'est-ce pas? Et puis, il y a la question des questions financières de Madame Vernier hier soir. Vous affirmez qu'elle n'a posé de questions à personne en particulier, or il est évident qu'elle était inquiète. N'est-il pas plausible, monsieur, qu'il y ait un lien entre ces questions et une affaire concernant l'un des invités présents? Le sourire de Dane s'estompa imperceptiblement. Je n'ai connaissance d'aucun lien de ce genre. Les yeux de Poirot brillèrent. Très bien. Nous pourrons peut-être approfondir la question plus tard. Il se tourna ensuite vers le colonel Willoughby, dont le calme demeurait imperturbable, mais dont le regard trahissait une pointe d'inquiétude. Colonel, vous étiez responsable de la sécurité de ce domaine hier soir. Vous avez bien confirmé que les portes étaient verrouillées, n'est-ce pas? Oui, verrouillées comme d'habitude. Et pourtant, dit Poirot en arpentant lentement la pièce, nous trouvons des empreintes de pas près de l'aile ouest, comme l'a signalé le jardinier, des empreintes fraîches. Elles suggèrent un mouvement à un moment où vous étiez vraisemblablement endormi dans vos appartements. Le colonel Willoughby serra les dents. Hercule, l'aile ouest abrite les quartiers des domestiques. Un employé de nuit aurait-il laissé des traces? Poirot le fixa sans ciller. Peut-être, colonel. Mais remarquez la nature des empreintes. Elles ne sont pas fortuites. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un habitué à marcher à la hâte sur un sol humide ou meuble. Elles sont délibérées, prudentes, précises. Quelqu'un s'est déplacé avec intention. Quelqu'un de prudent, peut-être craintif. Clarissa frissonna. Monsieur Poirot, cela signifie-t-il que quelqu'un lent? Les fines moustaches de Poirot esquissèrent un léger sourire. Madame, je ne pense pas. J'observe. Et l'observation a déjà démontré qu'il existe des contradictions, petites, subtiles, mais indéniables, parmi les personnes présentes. Il se tourna vers Lionel Dane. Il se tourna ensuite vers le colonel Willoughby, dont le calme demeurait imperturbable, mais dont le regard trahissait une pointe d'inquiétude. Colonel, vous étiez responsable de la sécurité de ce domaine hier soir. Vous avez bien confirmé que les portes étaient verrouillées, n'est-ce pas? Oui, verrouillées comme d'habitude. Et pourtant, dit Poirot en arpentant lentement la pièce, nous trouvons des empreintes de pas près de l'aile ouest, comme l'a signalé le jardinier. Des empreintes fraîches. Elles suggèrent un mouvement à un moment où vous étiez vraisemblablement endormi dans vos appartements. Le colonel Willoughby serra les dents. Hercule, l'aile ouest abrite les quartiers des domestiques. Un employé de nuit aurait-il laissé des traces? Poirot le fixa sans ciller. Peut-être, colonel. Mais remarquez la nature des empreintes. Elles ne sont pas fortuites. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un habitué à marcher à la hâte sur un sol humide ou meuble. Elles sont délibérées, prudentes, précises. Quelqu'un s'est déplacé avec intention. Quelqu'un de prudent, peut-être craintif.
Clarissa frissonna. « Monsieur Poirot, cela signifie-t-il que quelqu'un cache délibérément des informations ?» Les fines moustaches de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Madame, je ne pense pas. J'observe. Et l'observation a déjà démontré qu'il existe des contradictions, petites, subtiles, mais indéniables, parmi les personnes présentes. » Il se tourna vers Lionel Dane. « Monsieur Dane, vous nous avez dit que vous aviez fait le tour des couloirs tôt ce matin et que vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel. En êtes-vous certain ?» Dane inclina la tête. « Absolument, monsieur Poirot. Je vous l'assure. » Poirot leva délicatement un doigt. Je suis obligé de remettre en question le caractère absolu de cette affirmation. Par exemple, Hastings a remarqué que vous jetiez plusieurs coups d'œil vers l'aile ouest, n'est-ce pas? Oui, au moins 2 fois. Le regard de Poirot s'aiguisa. Exactement. Et puis, il y a la question des questions financières. Chapitre 10. La révélation. L'atmosphère du salon de Harrowfield Grange était empreinte d'une tension palpable. La lueur vacillante du feu projetait des ombres dansantes sur les murs, conférant à la scène une atmosphère presque théâtrale. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, murmurant à travers les jardins déserts et le lac au loin, comme si la nature elle-même attendait le dénouement des événements. À l'intérieur, tous les regards étaient rivés sur Hercule Poirot, assis avec une posture impeccable dans son fauteuil à haut dossier, les mains délicatement jointes, ses petites cellules grises fonctionnant visiblement avec leur précision implacable habituelle. Hastings, carnet à la main, peinait à dissimuler son excitation. Chaque instant qui avait précédé ce moment avait été un prélude savamment orchestré. Les contradictions, les fausses pistes, les confessions émouvantes, les indices subtils. Et maintenant, enfin, le moment de vérité était arrivé. Même les invités semblaient pressentir qu'une révélation décisive allait être faite. Poirot se leva lentement, laissant la pièce ressentir le poids de sa présence. « Mes amis, » commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, « le moment est venu de faire éclater la vérité. Tout ce que nous avons observé, les contradictions, les mensonges, les demi-vérités et les faibles frémissements de conscience, nous a menés à ce moment. La femme qui a disparu à l'aube n'a pas disparu par accident. Et son destin n'est pas le fruit du hasard. Non, tout était délibéré. Et l'explication réside dans les motivations humaines, une observation subtile et une orchestration minutieuse des actions. » Il marqua une pause, son regard parcourant la pièce, s'attardant sur chaque personne à tour de rôle. « Commençons par ce que nous savons. Madame Vernier a quitté sa chambre tôt hier matin. Son angoisse, constatée par plusieurs témoins, était bien réelle. Elle craignait pour sa sécurité. Pourtant, elle n'est pas partie de son plein gré pour disparaître dans l'inconnu. Quelqu'un au sein de cette maison a orchestré sa disparition. » Un léger murmure s'éleva de Clarissa. « Monsieur Poirot, mais qui ?» Les yeux de Poirot pétillaient, sa fine moustache se hérissait d'impatience. « Patience, madame. Observez d'abord les éléments que nous avons rassemblés. L'écharpe trouvée au bord du lac, placée délibérément pour suggérer un acte volontaire. La perle détachée et découverte sur la coiffeuse, destinée à induire en erreur ou à signaler une implication. Les empreintes près de l'aile ouest, précises, soigneusement tracées, conçues pour indiquer un chemin tout en dissimulant un autre. Chacun de ces éléments était un signal calculé, et chacun doit être compris dans son contexte. Il se tourna vers Mademoiselle Strickland. « Mademoiselle, vos aveux partiels, vos hésitations et vos observations ont été précieux. Mais notez bien ceci, vous n'êtes pas l'instigatrice. Vous avez fait preuve de prudence et d'observation, certes. Pourtant, la véritable force motrice de ces événements agissait dans l'ombre. » Strickland déglutit, les mains crispées. « Alors, il y a quelqu'un ici? Quelqu'un parmi nous ?» Poirot inclina la tête. « Exactement. Et maintenant, nous devons examiner les motifs. Qui parmi nous avait une raison d'agir? Le désir de manipuler, de protéger ou de dissimuler un fait particulier? » Il se tourna vers Dane. « Monsieur Dane, on vous a vu parler avec Madame Vernier de la succession de son père. Vous affirmez que la discussion ne portait que sur des questions financières. Or, réfléchissez, l'angoisse de Madame Vernier était profonde, et elle cherchait des conseils, un soutien, une protection. Et en faisant cela, elle a involontairement révélé des informations qui ont fait d'elle une cible. » L'assurance imperturbable de Dane vacilla un instant, ses yeux se plissant légèrement. Le regard de Poirot, subtil mais perçant, ne manqua pas de le remarquer.
À présent, reprit Poirot en arpentant la pièce avec une précision délibérée. Examinons le moment clé. Le couloir près de la chambre de Madame Vernier. Mademoiselle Strickland a aperçu une ombre. Quelqu'un est passé près de sa porte pendant la nuit. Qui était-il? Qui avait l'occasion, la connaissance des lieux et le motif d'agir avec autant de soin, de précision et de secret? Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, créant une tension presque insupportable. Observez attentivement Hastings. L'alignement de l'occasion, du motif et de l'action, une seule personne réunissait ces trois éléments. Et cette personne, par la diversion calculée de l'écharpe, le placement délibéré de la perle et les pas prudents près de l'aile ouest, chercha à dissimuler son implication. Le regard de Poirot se fixa sur le colonel Willoughby. « Colonel, vous étiez vigilant dans l'exercice de vos fonctions. Vous auriez remarqué le moindre mouvement. Et pourtant, quelqu'un a agi délibérément à la faveur des premières heures du matin. Seule une personne maîtrisant parfaitement le timing, connaissant les habitudes et ayant une parfaite autorité sur la maison, pouvait agir avec autant de précision et de secret. Vous êtes discipliné, certes, mais la main invisible qui se cachait derrière ces actions exigeait non seulement de la discipline, mais aussi une compréhension intime de la peur et une perception aiguisée. Le colonel se remua sur son siège sans dire un mot. Le regard de Poirot se porta sur Dane et Clarissa, puis revint à la gouvernante. Nous venons maintenant à l'élément psychologique, la manipulation de la perception. Les fausses pistes, les aveux partiels, les indices subtils, tout était conçu pour tromper, faire croire à l'innocence et retarder la découverte. Et c'est là que réside le génie du coupable. Le regard de Poirot parcourut une fois de plus la pièce, pour finalement s'arrêter sur Dane. « Monsieur Dane, considérez l'ensemble des éléments. La conversation financière, l'anxiété de Madame Vernier, l'observation attentive des mouvements, le placement délibéré des objets. Chaque élément a été conçu pour induire les enquêteurs en erreur, protéger un secret et orienter le récit. » Le calme de Dane se brisa légèrement. Une infime lueur de malaise traversa son regard. Les fines moustaches de Poirot tressaillirent. « Ah, mes amis, observez, l'individu révèle la vérité en une fraction de seconde, dans l'hésitation, dans un léger tressaillement musculaire. Et maintenant, la dernière pièce du puzzle s'assemble. » Poirot se plaça au centre de la pièce, les mains jointes dans le dos. Madame Vernier n'est pas partie de son plein gré. Elle a été retenue par une personne de confiance chargée de la guider, quelqu'un qui cherchait à protéger un secret concernant son héritage et certaines vérités gênantes. Le déroulement des événements était précis. On l'a conduite hors de sa chambre tôt le matin, puis discrètement vers un lieu isolé du domaine, tandis que les fausses pistes, l'écharpe, la perle et les empreintes trompeuses étaient destinées à détourner l'attention. Il laissa ces mots résonner dans la pièce, ses petits yeux pétillants, et le responsable n'est autre que M. Lionel Dane. Le visage de Dane pâlit. « Monsieur Poirot, je... » Poirot leva délicatement un doigt. « Chut, monsieur. Permettez-moi de vous expliquer en détail. Votre motif était de vous assurer l'héritage de Madame Vernier, de contrôler le cours de ses décisions et de l'empêcher de révéler des informations qui pourraient compromettre vos plans. Les méthodes employées étaient méticuleuses. Observation, diversion et subtile manipulation psychologique. Chaque élément était calculé et pourtant, votre humanité vous a trahi par petits détails. L'hésitation, le faux pas imperceptible, la faible lueur de culpabilité ont révélé la vérité à l'observateur attentif. Hastings sentit la tension régner dans la pièce se dissiper dans un silence stupéfait. Même le colonel Willoughby parut momentanément sans voix, et Clarissa porta ses mains à sa bouche sous le coup de l'étonnement. Mademoiselle Strickland, soulagée de ne pas être impliquée, tremblait légèrement, encore marquée par la tension des dernières heures. Poirot s'approcha de Dane. « Voyez-nous, monsieur, le crime ne relève pas simplement d'une action, mais aussi de perception et de manipulation et de mise en scène savamment orchestrée des circonstances. Pourtant, aussi méticuleux soit-on, nul ne peut dissimuler entièrement la vérité lorsqu'elle est observée avec patience, discipline et intelligence. Les petites cellules grises révèlent tout ce que l'esprit cherche à cacher. » Dane perdit finalement tout son sang-froid. « Ce n'était censé qu'être temporaire. Je ne voulais pas que ce soit pire. Elle est sans sécurité, n'est-ce pas ?» L'expression de Poirot s'adoucit légèrement. « Vous êtes en sécurité, monsieur, car nous avons agi promptement. La justice ne se limite pas à punir les méfaits, mais à protéger aussi ceux qui pourraient encore être lésés par le secret ou la tromperie.
Je me tourne vers l'assemblée, la voix calme, presque douce. Mes amis, le mystère est résolu. La femme disparue à l'aube a été retrouvée et mise en sécurité. L'écheveau complexe de mensonges et de tromperies a été démêlé grâce à une observation attentive, un raisonnement subtil et l'inévitable révélation des émotions humaines. Hastings griffonnait frénétiquement, peinant à croire la clarté que Poirot avait su tirer du chaos. Les mains de Clarissa tremblaient et même le colonel hocha légèrement la tête en signe d'approbation. Poirot, les mains jointes dans le dos, concluit. « Écoutez, Hastings, la vérité est toujours présente. Elle peut se dissimuler derrière des couches de mensonges, de fausses pistes et de troubles émotionnels. Mais la patience, la discipline et un usage judicieux de vos facultés mentales garantissent que la vérité finira par éclater. Et quand elle éclate, la justice, la clarté et la compréhension en découlent. » Un silence recueilli s'abattit sur Harrowfield Grange. La partie, pour l'instant, était terminée. Les fils de l'intrigue s'étaient entremêlés pour former un tout cohérent. Et au centre de tout cela se tenait Hercule Poirot, serein, brillant et finalement triomphant, ses petites cellules grises ayant éclairé les zones d'ombre où la ruse humaine cherchait à se dissimuler. Chapitre 11. La réflexion. Le soir avait pleinement enveloppé Harrowfield Grange. La lumière dorée du crépuscule cédant la place à la fraîcheur argentée de la lune montante. Dans le salon, le feu crépitait doucement, projetant des ombres légères sur le parquet ciré et les hauts murs. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, murmurant à travers les jardins déserts et le lac au loin, comme si la nature elle-même attendait le dénouement des événements. À l'intérieur, tous les regards étaient rivés sur Hercule Poirot, assis avec une posture impeccable dans son fauteuil à haut dossier, les mains délicatement jointes. Chapitre 12. Conséquences et tensions. L'atmosphère à Harrowfield Grange avait changé, mais la tension restait palpable. La révélation de la manipulation de Dane avait dissipé le danger immédiat, mais les répercussions émotionnelles de la matinée persistaient. Le salon, jadis lieu de conversation polie et d'observation attentive, vibrait désormais d'une intensité contenue, un mélange de soulagement, de suspicion persistante et de tension inexprimée qui accompagne la mise au jour d'une tromperie humaine. Clarissa était assise près du feu, les mains jointes sur les genoux. Plus tôt, elle était pâle, le souffle court, mais à présent une certaine force se dégageait de sa posture. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer de subtils changements dans l'attitude des autres. Mademoiselle Strickland, bien que soulagée de savoir la jeune femme en sécurité, gardait les épaules tendues. Le colonel Willoughby, stoïque comme toujours, observait en silence depuis son fauteuil, son regard se posant de temps à autre sur Dane, dont le visage restait pâle et crispé, témoignant des épreuves de la matinée. Hastings, toujours observateur et observateur attentif, remarqua le subtil jeu des émotions. « Même une fois le danger passé, murmura-t-il à Poirot, on a l'impression que la maison retient son souffle. » Poirot, debout près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, hocha légèrement la tête. Hastings, c'est précisément ainsi que la vérité se révèle. La menace immédiate est peut-être écartée, mais les émotions humaines persistent, comme des échos dans une salle vide. Peur, colère, angoisse et soulagement s'entremêlent. Il faut toujours observer les conséquences, car elles révèlent souvent des vérités plus subtiles que l'événement lui-même. Clarissa parla doucement, en jetant un coup d'œil à Mademoiselle Strickland. « J'espère que vous n'êtes pas blâmée, Mademoiselle Strickland. Vous avez essayé d'aider de toutes les manières possibles. » Mademoiselle Strickland secoua la tête, un léger sourire empreint de regret effleurant ses lèvres. « Non, madame, j'ai simplement fait ce que j'ai pu. Pourtant, on ne peut totalement échapper aux regards indiscrets lorsque de tels événements se produisent. Heureusement, l'intervention de M. Poirot apporte la lumière sur la situation. » Les petits yeux de Poirot pétillèrent. « Exact. Mais observez, Hastings, comme la nature humaine cherche l'ordre après le chaos. Même le soulagement s'accompagne souvent d'une anxiété résiduelle. On peut respirer plus facilement, mais l'esprit ne trouve pas immédiatement le repos. Ce sont là des nuances que l'observateur distrait manque souvent, et pourtant, elles en disent long sur le caractère. » Le colonel Willoughby prit la parole, d'une voix assurée mais teintée d'une légère tension. Heureusement que M. Poirot est intervenu à temps. On ne peut imaginer ce qui aurait pu se produire sans son talent particulier. Poirot inclina la tête. C'est une chance en effet. N'oublions pas autant les leçons que nous enseigne cette épreuve. L'opportunité, le motif et l'observation humaine sont intimement liés
et même la planification la plus méticuleuse peut être anéantie par des subtils facteurs humains. L'hésitation, la peur, la conscience et la perception. Hastings remarqua Dane, de plus en plus agité, dont le regard oscillait entre la cheminée, Clarissa et le sol. Le regard de Poirot, comme toujours, suivait la moindre émotion, l'analysant et la mesurant. « Il n'est pas seulement plein de remords, » murmura-t-il à Poirot. « Il y a de l'anxiété, oui, mais aussi autre chose. De l'orgueil? La peur du jugement ?» Les fines moustaches de Poirot frémirent. « Ah, Hastings, vous êtes un fin observateur. » En effet, le mélange de culpabilité et de peur engendre une tension particulière, difficile à dissimuler. Observez aussi les différentes réactions. Certains font preuve de stoïcisme, d'autres tremblent visiblement, et d'autres encore se livrent à une réflexion silencieuse et intérieure. Chaque réaction est instructive. Clarissa finit par se lever, fit quelques pas avant de se tourner vers le groupe. « Nous avons beaucoup appris sur la confiance, n'est-ce pas ?» Les yeux de Poirot pétillèrent d'une légère lueur d'amusement. « Oui, madame, la confiance est une construction fragile, facilement brisée et pourtant nécessaire à la cohésion sociale. L'esprit humain, confronté à la tromperie, doit reconstruire sa compréhension. C'est le subtil travail d'observation, discerner la vérité non seulement dans l'action, mais aussi dans la réaction. » Mademoiselle Strickland, encore un peu pâle, reprit la parole. « Et pourtant, j'éprouve une étrange sensation de calme. Le danger est passé et la vérité est connue. Peut-être pourrons-nous enfin commencer à rétablir l'ordre dans cette maison. » Poirot acquiesça lentement. « En effet, mais souvenez-vous, Hastings, l'équilibre émotionnel prend plus de temps que la résolution des faits. Même lorsque tous les faits sont connus, l'esprit doit se réconcilier avec leurs implications. Certaines vérités sont réconfortantes, d'autres sont troublantes. Et c'est dans cette réconciliation que se révèle le délicat équilibre de la psychologie humaine. » Hastings referma son carnet, perdu dans ses pensées. La manipulation de Dane avait été entièrement révélée, mais les conséquences étaient complexes. Soulagement, culpabilité, suspicion persistante et le rétablissement progressif de la confiance. Poirot, toujours attentif, observait ces subtilités comme si elles étaient aussi essentielles à l'affaire que le crime. « Mes amis, dit Poirot, rompant le silence, accordons-nous cette nuit pour un temps de réflexion. Demain, nous pourrons discuter des dispositions à prendre, de la restauration de la confiance et de l'avenir de Harrowfield Grange. Mais ce soir, observons, en silence, le calme après la tempête et reconnaissons les vérités qui persistent au fond du cœur humain. » Le feu crépitait doucement, projetant une lumière tamisée sur les visages pensifs réunis dans le salon. La pièce, jadis empreinte de suspicion et de crainte, baignait désormais dans une quiétude contemplative. Les liens des émotions humaines, bien que mis à rude épreuve, n'avaient pas rompu. Et au centre de tout cela, Hercule Poirot demeurait l'œil calme et observateur, toujours patient, toujours précis, toujours conscient du délicat équilibre entre l'intellect, la morale et la fragile et complexe tapisserie de la nature humaine. Chapitre 13. Les secrets du passé. Le lendemain des révélations à Harrowfield Grange, le ciel, pâle et frais, baignait le domaine d'une aura irréelle. Une douce brise soufflait dans les jardins, emportant le parfum des roses gorgées de doré et l'arôme persistant du feu qui avait brûlé tard dans la nuit. Malgré la clarté du dénouement de la veille, Poirot sentait les fils invisibles de l'intrigue encore présents, tendus et fragiles, prêts à dévoiler leurs derniers secrets. Hastings, carnet en main, suivit Poirot dans la bibliothèque, où le détective belge entreprit au un examen minutieux de lettres, de documents et de journaux restés scellés pendant des années. « Poirot, dit Hastings d'une voix calme, le mystère de la disparition de Madame Vernière est certainement résolu. Que pourrait-il bien y avoir de plus ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'agenouilla pour examiner une pile de courriers coiffeusement rangés, effleurant du bout de ses doigts chaque enveloppe comme pour les inciter à révéler leur histoire. Hastings, le dénouement de l'événement immédiat, la manipulation de M. Dane, n'est qu'une facette de la vérité. Dans chaque foyer, dans chaque famille, persistent des zones d'ombre longtemps après que la vérité apparente a été découverte. Les secrets du passé, souvent délibérément enfouis, peuvent éclairer des motivations et des intentions qui ne sont pas immédiatement visibles. Hastings jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Poirot, remarquant la belle écriture des lettres de Madame Vernière. Suspectez-vous que ces lettres recèlent d'autres raisons expliquant les agissements de Dane? Les yeux de Poirot brillaient. Exactement, Hastings. Observez combien le comportement humain est rarement isolé.
Il y a presque toujours un contexte, une histoire qui explique, non pas excuse, mais explique les choix faits dans le présent. Ici, dans ces papiers, se trouve peut-être non seulement l'explication, mais aussi les tensions subtiles qui ont façonné les événements d'hier. Poirot choisit avec soin une lettre datant de plusieurs années auparavant. L'encre était légèrement passée, l'écriture délicate et précise. Il la lut en silence un instant, puis leva les yeux, son expression presque imperceptiblement grave. « Ah, Hastings, observez. On y trouve des allusions à des querelles financières au sein de la famille, à de vieux griefs et à des alliances tacites. Un nom revient sans cesse, Lionel Dane. Il semble que ses liens familiaux avec les affaires de Madame Vernière étaient plus complexes que nous ne pensions. Complexes en quel sens ? Je croyais qu'il n'était qu'un cousin éloigné. » Poirot secoua gentiment la tête. « Distante, certes, mais non sans influence. Les lettres révèlent que son père avait été administrateur de certains biens et que des conflits d'héritage et d'autorité duraient depuis des années. C'est l'accumulation de tels griefs, subtils, prolongés et généralement tus, qui peut engendrer les motivations d'un acte délibéré, même chez des individus ordinairement calmes. » Il tourna une autre page, révélant une note écrite d'une main inconnue. Et voici Hastings. Une remarque faisant référence à une clause secrète du testament du père de Madame Vernière. Une stipulation inhabituelle, destinée peut-être à prévenir toute ingérence injustifiée, mais aussi source de tensions latentes. On peut imaginer comment la connaissance de cette clause a pu influencer les agissements de quelqu'un comme Dane, qui y avait accès, et qui avait un intérêt personnel dans cette affaire. Hastings fronça légèrement les sourcils. Les actes de Dane n'étaient donc pas impulsifs, ils étaient influencés par des problèmes familiaux de longue date. Poirot esquissa un sourire. Exactement. Le comportement humain, mes amis, est rarement le fruit d'un seul instant. Il est chassonné par des années d'expérience, de ressentiment, de peur et d'attente. Et à cet égard, l'esprit doit considérer non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui se cache dessous, les motivations secrètes, les alliances enfouies et les griefs inavoués. Le détective continua à feuilleter lettres et documents. L'un d'entre eux attira son attention. Une enveloppe adressée d'une main féminine et soignée, portant simplement la mention « à ouvrir à mon départ ». Il l'ouvrit avec la plus délicate extrémité, découvrant un billet flié et plusieurs photographies. Il lut le billet dans un silence, son expression se faisant plus grave. « Ah, Hastings. Observez, Madame Vernière avait anticipé d'éventuelles complications concernant sa succession et ses relations familiales. Elle a consigné ses inquiétudes, ses peurs et ses observations. Et plus révélateur encore, elle a noté les tensions latentes au sein de sa famille, notamment concernant Lionel Dane. Il semble qu'elle ait eu... Chapitre 14. Le deuxième indice. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de Harrowfield Grange, projetant de longues ombres sur le parquet ciré de la bibliothèque. Malgré la clarté acquise lors des précédents chapitres de l'enquête, Poirot percevait un léger trouble dans le rythme habituellement paisible de la maison. C'était subtil, une tension latente que même les invités les plus attentifs auraient pu manquer. Pourtant, pour le détective belge, entraîné à déceler la moindre imperfection dans le comportement humain ou la plus infime irrégularité du monde physique, il était impossible de l'ignorer. Hastings, qui avait passé la matinée à répertorier les lettres et les documents découverts par Poirot, leva les yeux de ses notes tandis que le détective se déplaçait entre les étagères avec une précision calculée. « Poirot, vous semblez troublé, » dit-il avec prudence. « Je croyais que nous avions tout mis au jour. La supercherie de Dane, les griefs passés, les lettres de Madame Vernier, l'histoire semble complète ?» Poirot marqua une pause, les mains jointes derrière le dos, les yeux plissés tandis qu'il scrutait la bibliothèque. « Ah, Hastings, vous avez raison de remarquer que l'événement principal est résolu. Pourtant, mes amis, la véritable nature d'un mystère réside souvent dans les petits détails négligés, les éléments qui ne se prêtent pas à une explication simple. Il ne faut jamais se contenter de l'évidence. Quelque chose de subtil me taraude, une petite incohérence, une anomalie mineure, peut-être même un objet que l'on jugeait insignifiant auparavant. » Hastings fronça les sourcils. « Un objet ?» Le regard de Poirot s'arrêta sur un petit bureau lustré, niché dans un coin de la bibliothèque. Un tiroir légèrement de travers attira son attention. Il se pencha et examina attentivement les bords du tiroir du bout des doigts. « Regardez, Hastings, le tiroir est légèrement entrouvert. Pour un observateur distrait, cela paraîtrait insignifiant. Pourtant, un examen minutieux de ces détails révèle souvent ce qui est pourtant évident. » Hastings se pencha vers Poirot qui ouvrait prudemment le tiroir. À l'intérieur,
se trouvaient les plumes, les encriers et le papier habituel. Mais, tout au fond, partiellement simulé sous un buvard, se trouvait un morceau de parchemin plié que aucun des deux n'avait remarqué auparavant. Poirot l'en sortit avec une délicatesse extrême et le déplia. L'écriture était fine, élégante, et sans aucun doute celle de Madame Vernier elle-même. « Mon Dieu !» murmura Poirot. Un mot, et Hastings, pas un simple mot, mais un message subtil. Observez-en attentivement le contenu. Le message disait notamment « S'il devait arriver quoi que ce soit, la vérité sur mes actes se trouve dans la bibliothèque, près de la fenêtre ouest. Ne faites confiance qu'à ceux qui observent attentivement. Les ombres peuvent tromper, mais les détails ne mentent jamais. » Hastings cligna les yeux. « La fenêtre ouest, c'est de là que mademoiselle Strickland a vu l'ombre hier matin. »« Ah, exactement, Hastings. Et voilà le second indice. Le premier, la preuve visible de la manipulation de Dane, n'était que la surface. Ce mot dissimulé à la vue de tous révèle la subtile orchestration des événements et l'importance de l'observation. Madame Vernier, même sous la contrainte, avait anticipé la nécessité de laisser une trace pour un observateur attentif. Il nous faut maintenant déterminer la signification de la fenêtre ouest et son lien avec les agissements antérieurs de la maisonnée. Il se dirigea rapidement vers l'aile ouest, suivi de près par Hastings. La fenêtre donnait sur les jardins et offrait une vue dégagée sur le lac. Poirot examina minutieusement le rebord de la fenêtre, la serrure et le parquet environnant. « Regardez, Hastings. Les marques sont discrètes mais bien présentes. Des éraflures sur le bois, des zones légèrement décolorées sur le rebord de pierre. Subtiles, certes, mais ce sont les traces d'une présence humaine. Quelqu'un a manipulé la fenêtre, peut-être pour entrer ou déposer un objet. Cette subtilité révèle une connaissance de l'observation, une tentative de dissimulation en pleine vue. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qui aurait bien pu laisser ça? Dane, mademoiselle Strickland ou quelqu'un d'autre ?» Poirot tapota ses doigts, pensif. « Ah, Hastings, voilà tout le mystère. Le second indice ne révèle pas seulement la personne impliquée, il révèle aussi le mode opératoire. Remarquez comment le mot était placé, soigneusement dissimulé mais découvrable par qui sait observer avec patience. C'est la signature de Madame Vernier, son intelligence laissant une trace à l'œil averti. Il ne s'agissait pas d'accuser, mais d'éclairer, de guider l'enquêteur vers la compréhension, même en l'absence de témoignage direct. Il nous faut maintenant déterminer la signification de la fenêtre ouest et son lien avec les agissements antérieurs de la maisonnée. Il se dirigea rapidement vers l'aile ouest, suivi de près par Hastings. La fenêtre donnait sur les jardins et offrait une vue dégagée sur le lac. Poirot examina minutieusement le rebord de la fenêtre, la serrure et le parquet environnant. « Observez, Hastings. Les marques sont discrètes mais bien présentes. Des éraflures sur le bois, des zones légèrement décolorées sur le rebord de pierre. Subtiles, certes, mais ce sont les traces d'une présence humaine. Quelqu'un a manipulé la fenêtre, peut-être pour entrer ou déposer un objet. Cette subtilité révèle une connaissance de l'observation, une tentative de dissimulation en pleine vue. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qui aurait bien pu laisser ça? Dane? Mademoiselle Strickland ou quelqu'un d'autre ?» Poirot tapota ses doigts, pensif. « Ah, Hastings, voilà tout le mystère. Le second indice ne révèle pas seulement la personne impliquée, il révèle aussi le mode opératoire. Remarquez comment le mot était placé, soigneusement dissimulé mais découvrable par qui sait observer avec patience. C'est la signature de Madame Vernier, son intelligence laissant une trace à l'œil averti. Il ne s'agissait pas d'accuser, mais d'éclairer, de guider l'enquêteur vers la compréhension, même en l'absence de témoignage direct. Il nous faut maintenant déterminer la signification de la fenêtre ouest et son lien avec les agissements intérieurs de la maisonnée. Il se dirigea rapidement vers l'aile ouest, suivi de près par Hastings. La fenêtre donnait sur les jardins et offrait une vue dégagée sur le lac. Poirot examina minutieusement le rebord de la fenêtre, la serrure et le parquet environnant. « Observez, Hastings. Les marques sont discrètes mais bien présentes. Des éraflures sur le bois, des zones légèrement décolorées sur le rebord de pierre. Subtiles, certes, mais ce sont les traces d'une présence humaine. Quelqu'un a manipulé la fenêtre, peut-être pour entrer ou déposer un objet. Cette subtilité révèle une connaissance de l'observation, une tentative de dissimulation en pleine vue. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qui aurait bien pu laisser ça? Dane? Mademoiselle Strickland ou quelqu'un d'autre ?»
Poirot tapota ses doigts, pensif. « Ah, Hastings, voilà tout le mystère. » Le second indice ne révèle pas seulement la personne impliquée, il révèle aussi le mode opératoire. Remarquez comment le mot était placé, soigneusement dissimulé mais découvrable par qui sait observer avec patience. C'est la signature de Madame Vernier, son intelligence laissant une trace à l'œil averti. Il ne s'agissait pas d'accuser, mais d'éclairer, de guider l'enquêteur vers la compréhension, même en l'absence de témoignages directs. Il nous faut maintenant déterminer la signification de la fenêtre ouest et son lien avec les agissements antérieurs de la maisonnée. Il se dirigea rapidement vers l'aile ouest, suivi de près par Hastings. La fenêtre donnait sur les jardins et offrait une vue dégagée sur le lac. Poirot examina minutieusement le rebord de la fenêtre, la serrure et le parquet environnant. « Observez, Hastings. Les marques sont discrètes mais bien présentes. Des éraflures sur le bois, des zones légèrement décolorées sur le rebord de pierre, subtiles, certes, mais ce sont les traces d'une présence humaine. Quelqu'un a manipulé la fenêtre, peut-être pour entrer ou déposer un objet. Cette subtilité révèle une connaissance de l'observation, une tentative de dissimulation en pleine vue. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qui aurait bien pu laisser ça? Dane, Mademoiselle Strickland ou quelqu'un d'autre ?» Poirot tapota ses doigts, pensif. « Ah, Hastings, voilà tout le mystère. Le second indice ne révèle pas seulement la personne impliquée, il révèle aussi le mode opératoire. Remarquez comment le mot était placé. Soigneusement dissimulé, mais découvrable par qui sait observer avec patience. C'est la signature de Madame Vernier, son intelligence laissant une trace à l'œil averti. Il ne s'agissait pas d'accuser, mais d'éclairer, de guider l'enquêteur vers la compréhension, même en l'absence de témoignages directs. Il nous faut maintenant déterminer la signification de la fenêtre ouest et son lien avec les agissements antérieurs de la maisonnée. Il se dirigea rapidement vers l'aile ouest, suivi de près par Hastings. La fenêtre donnait sur les jardins et offrait une vue dégagée sur le lac. Poirot examina minutieusement le rebord de la fenêtre, la serrure et le parquet environnant. « Observez, Hastings. Les marques sont discrètes mais bien présentes. Des éraflures sur le bois, des zones légèrement décolorées sur le rebord de pierre. Subtiles, certes, mais ce sont les traces d'une présence humaine. Quelqu'un a manipulé la fenêtre, peut-être pour entrer ou déposer un objet. Cette subtilité révèle une connaissance de l'observation, une tentative de dissimulation en pleine vue. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qui aurait bien pu laisser ça? Dane, Mademoiselle Strickland ou quelqu'un d'autre ?» Poirot tâtota ses doigts, pensif. Chapitre 17. Le dénouement final. L'aube se levait sur Harrowfield Grange, baignant les jardins de teintes dorées et rosées d'une lumière pâle. La demeure, bien que revenue à un semblant d'ordre après les événements dramatiques de la veille, conservait une atmosphère d'attente silencieuse. Si la maisonnée s'était habituée à la confession de Dane et au fait que Madame Vernier était saine et sauve, Poirot ressentait un léger malaise que seul un observateur averti pouvait déceler, un murmure d'un détail négligé, une ultime nuance à révéler. Hastings, carnet à la main, suivit Poirot dans la bibliothèque, où le détective porta aussitôt son attention sur la fenêtre ouest, baignée par la douce lumière du matin. « Poirot, » murmura Hastings, « il ne peut plus y avoir de surprise. Dane a avoué, les lettres sont expliquées, et Madame Vernier est saine et sauve. Que pourrait-il y avoir de plus ?» Poirot, les mains jointes derrière le dos, esquissait un sourire. Hastings, l'esprit humain est un labyrinthe, et la vérité s'aventure rarement sur un chemin unique. Même après les aveux, subsiste le domaine subtil du détail, la nuance négligée, la trace inaperçue, le micro-événement
susceptibles de bouleverser notre compréhension des événements. Il faut examiner attentivement, car les neurones ne cessent jamais de travailler. Il s'agenouilla près de la fenêtre et passa un doigt sur le rebord. Observez, Hastings. Les rayures, la décoloration, les légères irrégularités du bois. Nous les avons déjà remarquées, mais il y a autre chose. Quelque chose que l'œil humain pourrait juger insignifiant, mais pas celui d'un détective. Hastings se pencha en avant, perplexe. Encore? Mais nous avons tout examiné attentivement hier. Les petits yeux de Poirot pétillèrent. Exactitude. Et c'est là que réside le piège, Hastings. On peut observer attentivement et pourtant négliger l'interaction des actions séparées. Examinons la séquence, minute par minute. Il étala ses notes sur le sol, traçant une chronologie précise. À 6h15 précise, un mouvement a été remarqué près de la fenêtre ouest. À 6h17, une ombre a traversé le couloir. Dane, comme il l'a avoué, a manipulé les événements entre 6h18 et 6h25. Pourtant, un détail demeure inexpliqué. Une légère odeur de Cologne irrégulière, accompagnée d'une subtile marque sur la moquette, comme si quelqu'un s'était arrêté un instant avant de s'éloigner. Voilà, Hastings, l'indice qui a échappé à tous hier. Hastings fronça les sourcils. Quelqu'un d'autre était là? Un autre participant? Poirot secoua doucement la tête. Pas un autre participant dans le sens criminel du terme, mais un autre acteur tout de même, quelqu'un dont la présence a levé l'ambiguïté et qui influençait les calculs de Dane sans intention de tromper. Il se leva, désignant le petit bureau près de la fenêtre. Hastings, souvient quoi du mot caché sous le buvard, celui qui demandait d'observer attentivement près de la fenêtre ouest, ce mot attirait l'attention sur les ombres, sur les détails infimes et sur le déroulement des événements. Qui l'a déposé? Madame Vernier elle-même. Et qui, à l'insu de Dane, a suivi ses instructions au plus vite. Les yeux d'Hastings s'écartèrent. Mademoiselle Strickland? Les moustaches de Poirot frémirent. Oui, Hastings. Mademoiselle Strickland avançait silencieusement dans le couloir, observant, peut-être uniquement dans le but d'assurer la sécurité. Ses pas, sa présence attentive, créaient ces micro-événements que Dane n'avait pas pris en compte, des subtiles perturbations de lumière, d'ombre et de rythme qui influençaient sa perception et son timing. Dane croyait manipuler entièrement les circonstances, alors qu'il agissait dans un cadre subtilement façonné par la prévoyance de Madame Vernier et la vigilance silencieuse de Mademoiselle Strickland. Hastings hocha doucement la tête, commençant à saisir la finesse de l'intuition de Poirot. Le rebondissement final, ce qui éclaire complètement la situation, c'est que les actions de Dane n'étaient pas autonomes. Elles étaient influencées, à l'insu de son esprit, par des présents subtils et des arrangements préalables. Poirot inclina la tête. Exactement. Le dénouement est rarement spectaculaire dans le sens théâtral du terme. Il est subtil, presque imperceptible, mais il transforme notre compréhension. Le déroulement des événements était à la fois orchestré et guidé. La manipulation de Dane, la clairvoyance de Madame Vernier, la vigilance de Miss Strickland et l'imprévisibilité inhérente au comportement humain se sont conjugués pour produire le résultat observé. Tout semble résolu, mais une véritable compréhension exige de reconnaître l'orchestration sous-jacente. Il se dirigea vers le centre de la pièce, arpentant lentement la pièce. Observez, Hastings, la beauté de l'intelligence humaine et de la moralité. Dane agit par peur et par désir de contrôle. Madame Vernier a agi par prévoyance et prudence. Mademoiselle Strickland agit par observation consciencieuse. Et le dénouement final, Hastings, est né de l'interaction de tous ces facteurs, une interaction imperceptible aux yeux des observateurs occasionnels, mais pleinement révélée aux détectives méticuleux. Hastings griffonnait frénétiquement dans son carnet, remarquant la subtilité et le génie de la révélation finale de Poirot. C'est remarquable, Poirot. Même après les aveux, il faut comprendre l'influence involontaire d'autrui pour saisir toute la vérité. Les actions de Dane semblent calculées, et pourtant elles étaient guidées par des forces invisibles. Poirot esquissait un sourire. Oui, Hastings, et c'est là toute la leçon. Le crime, l'observation et la morale ne sont jamais isolés. Chaque action, même apparemment autonome, interagit avec des forces environnantes, psychologiques, éthiques et circonstancielles. Pour percevoir la véritable séquence, il faut considérer non seulement l'action directe, mais aussi les influences subtiles. C'est là l'élégance de la complexité humaine et la raison pour laquelle nos petites cellules grises sont indispensables. Il marqua une pause,
contemplant par la fenêtre les jardins qui scintillaient sous la lumière matinale. Mes amis, le dénouement est une leçon d'humilité, tant pour le criminel que pour l'observateur. Le criminel se croit tout-puissant. Le témoin, lui, présume la clarté. Pourtant, la vérité est complexe, nuancée, façonnée par des forces invisibles. La compréhension exige patience, attention et intelligence. Et maintenant, Hastings, nous comprenons parfaitement le déroulement des événements, le crime, la manipulation, l'observation et le dénouement, tout éclairé par une présence subtile et une clairvoyance remarquables. Clarissa, qui était entrée discrètement dans la discussion, expira doucement. Alors, même après les aveux de Dane, le dénouement dépendait de tout le reste. Nous avons tous, sans le savoir, contribué au cours des événements? Poirot se retourna, les yeux pétillants. Exactement, madame. La moralité, l'observation, le courage et la prudence s'unissent pour produire des résultats qui dépassent la simple somme de leurs actes. Voilà le dénouement. La résolution ne se résume pas à des aveux, mais à la compréhension du contexte invisible dans lequel l'action s'est déroulée. La tâche du détective n'est pas seulement de résoudre le crime, mais de percevoir ces courants invisibles et de les éclairer. Hastings se laissa aller en arrière, songeur. C'est presque poétique, Poirot. La solution est à la fois factuelle et philosophique, une parfaite illumination de la nature humaine. Les moustaches de Poirot frémirent un peu. Oui, Hastings, le crime n'est jamais qu'un simple fait. C'est un mélange de psychologie, de morale et de circonstances. Et ce n'est que par une observation attentive, une analyse subtile et une réflexion patiente que l'on parvient à la compréhension ultime, le dénouement final, où la compréhension dépasse la simple confession. Il dirigea de nouveau vers la fenêtre, contemplant les jardins scintillants et le lac paisible au loin. Hastings, observez comment la clarté ne naît pas de l'acte seul, mais de l'interaction des actions, de la prévoyance et de la vigilance morale. Le dénouement est rarement spectaculaire en soi, c'est la révélation discrète qui transforme la confusion en compréhension et le doute en intuition. Hastings referma son carnet, partagé entre admiration et soulagement. « Je crois que je comprends maintenant, Poirot, pourquoi vous parlez des petites cellules grises avec tant de respect. Elles ne sont pas simplement des instruments de détection, mais des outils de la compréhension humaine. » Exactement, Hastings. L'esprit, discipliné et observateur, éclaire les structures cachées du comportement humain, et par la compréhension, on atteint non seulement la justice, mais aussi la sagesse. On frappa doucement à la porte de la bibliothèque, qui attira leur attention. Madame Vernier entra, calme et sereine, mais avec une lueur de soulagement sur son visage. « Monsieur Poirot, je ne saurais trop vous remercier, non seulement d'avoir résolu l'énigme, mais aussi de nous avoir révélé à tous les vérités de la nature humaine. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. » Poirot inclina poliment la tête. « Madame, le rôle du détective n'est pas seulement de résoudre l'énigme, mais de l'éclairer. Vous avez agi avec clairvoyance et prudence, d'autres ont observé et se sont retenus, et de la confluence de ces actes subtils est née la résolution. Voilà, madame, l'art de l'observation humaine, guidé par la conscience et la raison. » Le détective se leva enfin, ses fines moustaches frémissant légèrement de satisfaction. Il se dirigea vers la porte et se tourna vers les membres de la famille réunis. « Mes amis, la morale de notre histoire est simple, mais tout en ciel-yard. La vérité, l'observation et la conscience sont indissociables. Lorsqu'on agit avec prudence, lorsqu'on observe avec soin et lorsqu'on réfléchit avec honnêteté, le chemin à travers les zones d'ombre de l'incertitude se révèle. » Hastings, s'approchant de Poirot, murmura « Et nous partons, n'est-ce pas ?» Poirot esquissa un sourire. « Oui, Hastings, le travail des petites cellules grises est sans fin, mais la maisonnée de Harrowfield Grange peut maintenant jouir d'une paix acquise par la réflexion, le courage et la vigilance morale. » Après un dernier signe de la tête à chacun des membres de la maisonnée, Clarissa, Miss Strickland, le colonel Willoughby, Dane et Madame Vernier, Poirot et Hastings s'en allèrent. Le soleil, projetant de longs rayons dorés sur le domaine, semblait illuminer non seulement les jardins et le lac, mais l'harmonie retrouvée des relations humaines au sein de la grange. Dehors, tandis qu'ils se dirigeaient vers la voiture qui les attendait, Hastings observait Poirot